Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter toutes mes lectures pour le mois de décembre 2024. J'ai décidé de vous regrouper toutes mes lectures en une seule vidéo pour ce mois-ci, même s'il y en a quand même pas mal, parce que je pense qu'il y a pas mal de titres sur lesquels je peux passer assez rapidement et parce que j'ai envie de boucler toutes ces lectures de 2024 pour pouvoir ensuite vous faire mon bilan de l'année et puis passer vraiment aux vidéos de 2025. Donc voilà, du coup j'ai pas mal de titres quand même à vous présenter, je vous en afficherai pas mal parce que comme d'habitude il y en a pas mal que j'ai vu en version audio ou en version numérique. J'espère que vous vous portez bien de votre côté et que du coup vous vous portez mieux que moi qui suis actuellement en plein Covid. C'est pour ça que j'ai pas tout à fait ma voix habituelle, je vais essayer de pas trop me moucher, éternuer, renifler, etc. pendant la vidéo, mais voilà, on va faire au mieux. Pour commencer du côté des romans, j'ai tout d'abord lu Tous les silences ne font pas le même bruit par Baptiste Beaulieu. C'est son tout dernier titre qui est un titre à la frontière entre essai et fiction. C'est un titre dans lequel Baptiste Beaulieu nous parle de son rapport avec son homosexualité et de son rapport avec l'homophobie plus particulièrement, et pour ça il va revenir dans pas mal de souvenirs qui sont anciens, également dans d'autres qui sont plus récents. C'est un titre qui est très émouvant, qui fait beaucoup appel à l'empathie et à la différence, et là où je vous dis que c'est également à la croisée avec un essai, c'est parce que c'est un titre qui est vraiment très documenté, qui parle de beaucoup d'études qui ont été faites avec une très grande liste de sources à la fin qui fait vraiment plusieurs pages. C'est un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui est chouette, c'est qu'en fait chaque chapitre, chaque partie, c'est une phrase très entendue qu'on a l'habitude d'entendre pour les homosexuels et qui est détournée pour les hétérosexuels pour nous montrer à quel point c'est stupide et ça n'a pas de sens. Par exemple, pour quelle raison êtes-vous hétérosexuel, ou pensez-vous que si vous n'arrivez pas à changer d'orientation sexuelle et à arrêter d'être hétérosexuel, vous pourrez au moins pratiquer l'abstinence. Voilà, donc plein de choses comme ça pour interpeller un peu le lecteur. D'ailleurs, Baptiste Beaulieu s'adresse au lecteur avec le tu, donc à la deuxième personne, pour vraiment essayer de l'impliquer le plus possible dans ce récit. De manière générale, j'aime beaucoup le travail de Baptiste Beaulieu. C'est vrai que du coup ce récit-là est assez différent, mais je l'ai trouvé très chouette également. Ensuite, j'ai lu Les Guerriers de l'Hiver par Olivier Norek, un autre auteur que j'aime beaucoup et dont je lis la plupart des titres. Olivier Norek, c'est un ancien policier et donc il écrit des romans policiers. Et c'était le cas en tout cas de tous ses titres précédents que j'ai donc quasiment tous lus. En fait, j'ai juste pas lu sa toute première trilogie. Du coup, je me suis lancée dans Les Guerriers de l'Hiver en version audio, donc sans avoir de résumé sous les yeux et absolument sans rien connaître, sans avoir lu le moindre résumé avant de me lancer. Je savais juste que ça se passait dans des pays nordiques. Voilà, vraiment j'avais aucune info. Et donc j'ai été assez surprise de découvrir lors de mon écoute qu'en fait c'était pas du tout un thriller, un roman policier cette fois-ci, mais vraiment un roman historique. Et c'est un titre que j'ai trouvé qui était très bien fait. Donc voilà, je trouve que c'est de nouveau très réussi pour Olivier Norek avec ce grand virage, ce changement complet. Dans ce récit-là, en fait, c'est un récit qui s'appuie sur l'histoire de Simo Häyhä, qui est un Finlandais qui était en fait un sniper, un tireur d'élite pendant la guerre qui a eu lieu entre la Finlande et la Russie. C'est un épisode de l'histoire qui n'est pas forcément très connu, mais au début de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un conflit du coup entre la Finlande et l'URSS à l'époque, et c'est un conflit qui était du coup complètement inégalitaire, c'est-à-dire que d'un côté il y a l'URSS qui avait des ressources de soldats, d'armement, etc. qui étaient infinies, qui semblaient quasiment infinies, et puis de l'autre côté il y a la Finlande qui est un pays qui est assez grand mais qui est très peu peuplé, avec un armement qui est bien moindre, etc. Et puis par contre ça se passait en Finlande, donc dans des terres très hostiles que les Finlandais eux connaissaient. Et voilà, du coup ça nous parle de tout ça, de l'invraisemblance en fait de cette guerre et de ces soldats finlandais qui ont essayé de survivre le plus longtemps possible dans cette guerre pour ne pas que leur pays soit complètement annexé, etc. Au final c'est un récit forcément dans lequel il y a énormément de morts et qui est très sombre, mais ça montre aussi vraiment l'humanité de ces soldats, et nous on suit plus particulièrement donc un groupe de soldats finlandais dans lequel il y a donc Simo qui en fait est un chasseur, un homme qui vit dans un petit village dans la forêt en Finlande, mais qui est un très bon tireur et qui va devenir du coup un tireur d'élite, et au-delà de ça il va devenir celui qu'on appelle la mort blanche parce que vraiment c'est le sniper le plus réputé, ce qui en fait aussi un ennemi à abattre clairement pour l'URSS qui en a marre de voir tous ses propres snipers et puis toutes ses équipes se faire décimer par cet homme. Donc voilà, c'est un titre que j'ai trouvé très chouette, c'est hyper documenté, Simo Häyhä du coup a vraiment existé et on voit vraiment à quel point Olivier Norek s'est plongé dans ses recherches pour écrire ce récit-là. Qui est donc de la fiction parce qu'il y a certains passages qu'on connaît pas, voilà, qui ont été rajoutés, qui ont été créés, mais vraiment inspirés d'une histoire vraie, et j'ai trouvé ça super chouette, j'ai beaucoup aimé.
Ensuite on reste dans les auteurs que j'aime beaucoup, vous allez voir que c'est un peu quelque chose qui va pas mal revenir sur mes lectures du mois de décembre, puisque j'ai lu donc Une valse pour les grotesques par Guillaume Chamanadjian, qui est donc son tout dernier titre publié aux éditions des Forges de Vulcain. C'est lui qui avait coécrit donc avec Claire Duvivier la série de La Tour de Garde, qui est une série de fantasy que j'adore, qui est juste ici. Et donc Une valse pour les grotesques, c'est son nouveau titre dans ce récit-là. Donc c'est un récit en un seul volume, c'est un titre qui ressemble à de la fantasy, mais en fait c'est de l'Uchronie. Et c'est un titre qui est assez particulier, assez compliqué à vous résumer, donc je vais essayer de faire ça le mieux possible. En gros, on est donc sur une uchronie. Le principe de l'Uchronie, c'est et si tel événement ne s'était pas passé. Donc en l'occurrence, c'est un récit qui est inspiré des Alpes autrichiennes et de l'Italie du XVIIIe siècle à peu près, sauf que certains événements historiques ne se sont pas passés, notamment la Révolution française, mais ça n'a pas forcément un impact direct sur le récit étant donné qu'il ne se passe pas dans cet endroit-là. Mais voilà, du coup il y a quand même des événements historiques réels, mais en même temps c'est mêlé avec de la fiction, et puis il y a un côté un peu fantastique avec des créatures. Le tout se passe dans une ville qui est vraiment complètement hors du temps, une ville qui est très mystérieuse et qui a vraiment une très grande part à jouer dans le mystère de ce récit. On suit du coup 3 personnages principaux. Notre premier personnage s'appelle Johan, c'est un étudiant en obstétrique et il est également ciroplaste, donc il est modèle de la cire, il fait des modèles en cire et il va être appelé au chevet d'une dame qui est vraiment de la haute société et qui vient de mettre au monde ce qui semble être un faune. Donc voilà, du coup c'est forcément mal accepté, c'est l'empreinte du diable, machin, etc. On se pose pas mal de questions dessus. Et puis il va se retrouver à devoir faire affaire avec 2 autres personnages, 2 jeunes femmes. L'une est une mercenaire qui est bien décidée à venger sa famille, et puis la deuxième, elle, c'est l'héritière de la Mirabile. Et la Mirabile, c'est la personne qui prédit un peu l'avenir dans cette ville, mais c'est des prédictions qui vont au-delà de machin va être malade et de il va se passer ça à tel endroit, c'est vraiment des prédictions au sens plus large et au long terme. C'est un récit que j'ai trouvé très chouette, j'aime beaucoup l'univers, les personnages sont très bien aussi, la dynamique entre tous fonctionne très bien. Par contre c'est un récit, dès que je l'ai terminé, ma première réaction ça a été de me dire qu'il fallait que je le relise, parce que je pense qu'il y a plein de choses à côté desquelles je suis passée, et pour vraiment réussir à tout mettre en place et voir à quel point le livre est bien construit, parce que ça se voit quand même que c'est bien construit. Je le relirai peut-être du coup en version audio, puisque j'ai vu qu'il était disponible en version audio maintenant. C'est un titre que je pensais adorer, je m'attendais à avoir limite un coup de cœur dessus parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le reste du travail de l'auteur. Mais au final, le verdict est plus, il faut que je continue d'explorer ce roman pour mieux le comprendre et me faire un avis dessus. Ensuite, une petite romance de Noël, j'en ai lu 2 au mois de décembre. La première c'était donc Il faut parfois déplier les étoiles par Erika Boyer. C'est l'histoire de 2 adolescents qui s'appellent Elliot et Sora, qui ont 16 ans, qui sont meilleurs amis et qui sont également voisins. Elliot il vit avec sa famille, il a une famille somme toute assez classique avec une grande sœur et puis ses parents qui travaillent pour un magasin de jouets. Et puis Sora, lui, c'est un peu plus particulier, c'est un jeune homme qui est d'origine japonaise et qui vit seul avec sa grande sœur et son grand frère. Ses parents vivent au Japon et ne s'occupent pas des masses de leurs enfants. Et donc ces 2 adolescents se connaissent depuis toujours, et Elliot est amoureux de Sora depuis toujours, mais en secret. Il ne veut pas lui avouer parce qu'il a peur que ça brise leur amitié. Et il a dans une petite jarre, en fait, il plie des vœux en forme d'étoile. Et donc Sora va décider de lui piquer sa jarre et de réaliser chacun de ses vœux, un vœu par jour, du 1er au 25 décembre. Donc c'est un récit qui se lit, enfin qu'on peut lire en tout cas sous format de calendrier de l'Avent, avec un chapitre par jour jusqu'au 25 décembre. C'est une romance qui est vraiment très mignonne, c'est très doudou, c'est très chouette. En même temps ça parle de sujets qui sont quand même assez difficiles parfois, avec certains thèmes qui peuvent être abordés, notamment par rapport aux parents de Sora. Voilà, je trouvais que les personnages étaient attachants, qu'ils étaient bien construits. Il y a une suite qui existe, je trouve pas que ce soit forcément nécessaire à la lecture du premier tome, d'ailleurs ça se voit qu'il a été construit pour être un roman unique. Mais voilà, pourquoi pas le lire, je pense pas personnellement le lire, en tout cas c'est pas une priorité, j'ai plutôt envie de découvrir d'autres titres d'Erika Boyer. Mais voilà, en tout cas je trouvais que c'était assez mignon, ça se lisait bien, je suis contente de l'avoir enfin découvert. C'est un récit, je me demandais si je l'avais pas déjà lu quand j'étais en train de le lire, parce que vraiment j'avais l'impression de tout connaître, et en fait je me suis rendu compte que c'est parce que Nina Quill l'avait lu une année pendant les Vlogmas, et que c'était une année où j'avais vachement suivi ses Vlogmas, et du coup j'avais suivi tous ces updates en fait qu'elle faisait sur le roman, donc même si elle ne spoilait pas, ben globalement elle parlait quand même un peu de ce qui se passait dedans, et du coup je me suis rendu compte que c'était pour ça que j'avais l'impression d'avoir déjà lu, alors que pas du tout. Mais voilà, du coup je suis contente de l'avoir enfin lu.
Ensuite, on repasse côté imaginaire. Tout d'abord, j'ai lu Dragon et mécanisme par Adrien Thomas. C'est un titre que j'avais très envie de lire parce que c'est un titre qui se passe dans le Mechaverse, donc dans le même univers que Engrenage et Sortilège et que Vaisseau d'Arcane, et qui a donc le tout dernier qui s'appelle Neige et Poussière qui vient de sortir, et du coup voilà, je voulais lire celui-ci avant. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé, donc ça se passe dans une autre île, un autre royaume de cet univers, et on va suivre deux personnages principaux. D'un côté on a Mira, de son vrai nom Dragomira, qui est une archiduchesse, sauf qu'un homme vient de décimer quasiment toute sa famille et est bien décidé à prendre la main sur son petit duché, sa cité libre, je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça, et donc elle part à l'aventure dans un autre pays, au départ sous couvert de vouloir mener l'aventure, découvrir des nouvelles choses. En fait il y a un petit peu d'autres choses qui sont cachées derrière, et elle va assez vite faire la rencontre de Dag, qui lui est un jeune mercenaire. Et tous les deux ensemble, ils vont donc s'enfoncer dans l'Axamoré, en sachant que l'Axamoré c'est une île qui est assez particulière, puisqu'en fait tous les habitants quasiment sont regroupés dans des ports qui sont tout autour de l'île, et le centre est vraiment complètement inhabité parce qu'il est réputé pour contenir des dragons qui sont particulièrement hostiles. Donc en fait personne n'y va, tout le monde reste dans les villes qui sont vraiment fortifiées, et donc voilà, eux ils vont partir donc dans ces terres pour venir explorer tout ça. Ce qui est très chouette dans cette série, dans le Mechaverse en général, c'est que c'est une série qui mêle à la fois de la technologie avec un côté steampunk, donc des mécanismes, des rouages, etc. Et en même temps il y a aussi des sortilèges avec des pouvoirs magiques, et plus particulièrement des sources de magie qui sont différentes. Il y a vraiment plusieurs sources de magie qui se mêlent. On en connaissait déjà une première qui est donc l'arcane, qui est une sorte de magie un peu électrique si on veut. Il y en a une deuxième qu'on va découvrir ici, qui est la spectrite, qui a un pouvoir par rapport au spectre et qui est également lié au dragon. Et puis il y en a une troisième encore qu'on va découvrir ici, qui est une magie qui est plus liée à la nature, qui moi m'a un peu moins parlé dans le développement qui en était fait. Mais voilà, en tout cas c'est une série que je trouve très chouette. Je tiens à préciser qu'il y a un personnage féminin et un personnage masculin, mais qu'ils ne sont pas ensemble, pas du tout. Et d'ailleurs Dragomira est un personnage plutôt asexuel et aromantique. Et voilà, donc, du coup j'ai trouvé ça vraiment très chouette. J'aime beaucoup les personnages. J'ai trouvé qu'il y avait un passage en particulier, je l'ai pas noté, je regrette un peu, peut-être que je l'avais pris en photo avec mon téléphone quand je l'avais lu. Il y avait un passage en particulier qui m'avait pas mal touchée par rapport au fait de ne pas se sentir forcément comme tout le monde en société. Et voilà, en tout cas j'aime vraiment beaucoup, et ça m'a vraiment du coup motivée et donné particulièrement envie de lire Neige et Poussière, et c'est ma lecture en cours au moment où je vous filme la vidéo, donc je vous ferai un retour dessus. Ah, et j'ai oublié de préciser parce que c'est quand même un argument très sympa, il y a un autre personnage qui va se joindre à eux deux, qui est un peu le troisième personnage principal de ce roman. C'est un personnage qui s'appelle Cuthbert, et c'est un dragon. C'est en fait un mini dragon qui a eu un problème au développement et qui du coup est tout petit, mais qui s'exprime très bien avec un gros niveau de langue, mais qui méprise complètement les humains, et c'est assez drôle d'avoir également ces phrases à lui. Donc voilà. Ensuite on va rester dans l'imaginaire. J'ai lu le dernier titre de Aurélie Wallenstein, qui est elle aussi une autrice que j'aime beaucoup. Son dernier titre s'appelle donc La harpiste des terres rouges, et c'est un récit hyper particulier, hyper original. On retrouve certains codes, certaines choses qui existent vraiment dans les romans d'Aurélie en règle générale. Elle fait toujours des romans qui sont quand même assez dark, avec des ambiances un peu fantasy ou fantastiques. C'est de nouveau le cas ici, mais en plus de ça, dans ce récit-là, il y a une ambiance qui est un petit peu au croisement entre du western, du gore, avec un côté un peu Mad Max. Enfin voilà, c'est vraiment très particulier, mais j'ai trouvé ça super chouette et j'étais complètement prise dedans. En fait, on est donc sur le territoire de Nakara, et on a une harpiste qui vit dans la ville de Symphonie, qui est donc une ville qui est forcément très liée par rapport à la musique. Et cette harpiste en fait peut contrôler complètement les personnes, prendre leur contrôle, les manipuler et leur faire faire absolument tout et n'importe quoi. Elle s'en sert pour diriger une sorte de petit opéra dans lequel elle a que des personnes qui sont à ses ordres et qui sont complètement esclavagisées, et au-delà de ça ils sont complètement dénués de leurs propres sensations, de leur propre libre arbitre. Et puis en plus de ça, régulièrement elle exécute des personnes parmi ses captifs. Et nous, notre personnage principal, c'est un homme qui s'appelle Abraham, et Abraham sait que son frère a été capturé par la harpiste, qu'il est retenu du coup à Symphonie, et il est bien décidé à essayer de le libérer. Pour ça, il va se rapprocher d'une troupe de mercenaires de hors-la-loi qui sont tous plus barrés les uns que les autres, et pas barrés dans le sens gentil fou, pas du tout. C'est vraiment des personnes qui n'ont pas de sens du bien et du mal, qui sont très sanguinaires, etc. Et donc il va se rapprocher d'eux pour entrer donc à Symphonie, qui est vraiment un état très désertique. Il y a ce côté vraiment voilà, très sanguinaire, très violent, en même temps c'est très dynamique, c'est très prenant, et voilà, j'ai trouvé ça très chouette.
Et puis donc ce qu'il y a également, c'est que tous ces personnages, tous ces mercenaires, etc. sont porteurs de greffes. Les greffes, ça peut être plein de choses différentes et souvent ça résulte dans des trucs qui sont pas très propres mais qui permettent aux personnes d'acquérir un pouvoir. Sauf que le principe c'est qu'il y a un pouvoir et qu'il y a également un revers, donc qui est le côté négatif du pouvoir. Et la harpiste semble également justement avoir un rôle par rapport à tout ça. Et donc dans l'équipe dans laquelle il suit, par exemple, il y en a une qui a, je sais plus si c'est certaines parties, peut-être les griffes ou je sais plus, d'un lion qui ont été griffées. Du coup ça fait qu'elle peut prendre ce côté de lion et devenir aussi dangereuse en fait qu'un lion qui vous attaque. Et donc la harpiste, et ben elle c'est une harpe qui est greffée à la place de sa tête, je crois. Voilà, c'était très particulier, mais très chouette. Je comprends pourquoi c'est un titre qui a autant plu. Par contre, voilà, faut être ok avec le fait que c'est gore. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Palace par Mary Carterton. C'est publié aux éditions du Rouergue et donc c'est le troisième et dernier tome de cette série. C'est une série qui est une réécriture de la guerre de Troie. Dans les deux premiers tomes, ça se passe donc avant la guerre et ça explique un petit peu tous les préparatifs, etc. Et puis le troisième tome, lui, se passe vraiment pendant la guerre de Troie. Là où c'est intéressant, c'est que c'est une réécriture qui est plus centrée autour des femmes et également autour des divinités et de l'influence qu'ils vont avoir sur les humains, qui montre une version dans laquelle vraiment toute la guerre de Troie, c'est des manipulations des dieux qui veulent que ça aboutisse à tout ça. Donc voilà, après c'est sûr que pour ce troisième tome il y a moins de surprises parce que comme ça se passe pendant la guerre de Troie, c'est quand même un événement qu'on connaît beaucoup plus, il y a beaucoup plus de romans qui se passent dessus, beaucoup plus de documents en fait en général, donc il y a moins ce côté surprenant, mais j'ai trouvé que c'était toujours chouette. L'audio est toujours très bien fait, mais ça reste comme d'habitude ce que je vous dis depuis le début de la série. Je pense pas que ce soit le meilleur plan quand même pour découvrir la série, surtout si vous n'êtes pas forcément très familier avec la mythologie et plus particulièrement avec les personnages un peu moins connus de la mythologie. Dans ce troisième tome, effectivement, la plupart des personnages, on les connaît parce que voilà, c'est les grands acteurs de la guerre de Troie, mais c'était pas le cas dans les tomes précédents et du coup le fait d'avoir la version papier, de pouvoir revenir régulièrement au lexique des personnages qui est à la fin, etc., bah, ça doit quand même pas mal aider et forcément bah, c'est pas trop présent dans la version audio. Par contre, au début de chaque tome, il y a un peu un résumé de ce qui s'est passé avant, donc c'est plutôt pas mal pour se remettre dedans quand même et réentrer dedans un peu plus facilement. C'est vraiment très bien, mais voilà, il y a beaucoup de personnages, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Et puis il y a un petit épilogue à la fin de ce tome 3 que j'ai pas forcément trouvé nécessaire, qui moi me parle pas trop. Ensuite, comme je vous disais, j'ai lu 2 romances de Noël, il est donc l'heure de vous parler de la deuxième, et il s'agit de Les étoiles brillent plus fort en hiver par Sophie Jomain, de nouveau un titre avec des étoiles. C'est publié chez Charleston pour la version grand format, je l'avais depuis un petit moment déjà dans ma pile à lire, et je me suis enfin décidée à le lire, et ça l'a pas trop fait avec moi. Pour vous situer, Sophie Jomain, c'est une autrice dont j'aime vraiment bien le travail. Je suis très loin d'avoir lu tout ce qu'elle a écrit parce qu'elle a vraiment écrit plein de romans différents, mais j'en ai lu quand même pas mal et dans le lot il y en a plusieurs que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'étais curieuse de lire celui-ci qui est donc sa toute première romance de Noël qu'elle a publiée et qui est sortie il y a déjà pas mal d'années. En gros, dans ce récit-là, on est sur un récit qui se passe dans un grand magasin. On a notre personnage principal qui s'appelle Agathe et qui est décoratrice, sauf que le grand patron de l'entreprise est décédé et que c'est maintenant son fils qui a repris les rênes. Il s'appelle Alexandre, et Alexandre, quand il arrive, il aime pas du tout ce qu'a fait Agathe et clairement il l'envoie un peu bouler. Donc ça commence pas très bien entre deux et ils se tirent beaucoup dans les pattes l'un de l'autre. Clairement voilà, ils se détestent cordialement à un stade auquel pour moi ça rend la romance pas forcément très crédible parce que franchement à la place d'Agathe, bon Agathe est assez insupportable par certains aspects, mais à la place d'Agathe, si j'avais un patron qui me traite comme lui, il la traite, mais jamais je pourrais avoir d'intérêt amoureux pour sortir avec lui. Clairement c'est pas possible. Vraiment voilà, je trouve que non. Donc ça rend le côté romance pas forcément très crédible, même si au final, bon, je suis passée au-dessus, je me suis dit d'accord, on passe au-dessus de ça et j'essaie quand même d'apprécier ma lecture. Au-delà de ça, ce que j'aimais bien en fait, c'est la relation entre Agathe et sa nièce, puisque du coup elle a la garde exclusive de sa nièce, parce que sa sœur souffre de troubles mentaux. Et donc du coup elle a récupéré complètement la garde de sa nièce et sa nièce commence à grandir, elle se pose pas mal de questions et je trouve qu'elles ont une relation qui est très touchante. Sauf que dans le récit, et ça vraiment c'est le gros point noir au-delà du personnage insupportable, c'est vraiment le gros point noir de ce récit et c'est vraiment le truc, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Je trouve que le traitement des maladies psychiatriques de la mère de la petite est vraiment mais horrible. Je trouve que c'est hyper mal fait et je comprends vraiment pas, d'autant plus de la part de Sophie Jomain qui avait sorti quelques années avant un titre qui s'appelle Quand la nuit devient jour, qui est un titre
titre magnifique qui parle d'une jeune femme qui souffre de troubles psychiatriques et psychologiques et qui décide de recourir à l'euthanasie volontaire assistée. Donc vraiment je trouve ça hyper bizarre pour quelqu'un qui est aussi documenté, qui a fait un titre aussi juste avant, de faire un truc qui est aussi mal fait. En fait pour moi on aurait pu garder exactement la même relation entre la nièce et sa tante, on aurait pu garder la mère qui a ses troubles psychiatriques, mais juste changer en fait le traitement, la manière dont c'est fait, ça aurait pas changé grand chose à l'histoire et ça aurait fait quelque chose de vraiment mieux, parce que là vraiment c'est vraiment hyper mal fait, c'est vraiment non mais si vous avez je trouve moi que le message qui en ressort c'est vraiment si vous avez tel trouble, vous pourrez pas prendre soin de vos enfants parce que vous serez trop irresponsable, parce qu'on peut pas compter sur vous, parce que vous n'êtes pas fiable, etc. Et vraiment voilà, ça m'a vraiment énormément gênée. Donc voilà, vraiment très surprenant de la part de Sophie Jomain et assez déçue sur celui-ci. Pour terminer du côté des romans, j'ai terminé avec un titre qui s'appelle Bien sûr que les poissons ont froid. C'est écrit par Fanny Ruet, qui est une journaliste belge. Et c'est un titre qui est une sorte d'autofiction, puisqu'elle s'est basée sur un événement de sa vie, sur une histoire vraie qu'elle a vécue, pour en faire ensuite une fiction. À savoir que quand elle était adolescente, elle vivait donc déjà en Belgique et elle avait correspondu pendant très longtemps avec un jeune garçon qui vivait dans le sud de la France. Et finalement c'était un petit peu comme une sorte un peu d'amour de jeunesse, ils se confiaient beaucoup l'un à l'autre, etc. Sauf que Fanny n'a jamais réussi à retrouver la trace de ce jeune garçon après. Elle l'a cherché vraiment partout sur internet, etc. Et vraiment il n'y avait rien du tout. Et donc elle se pose... voilà, c'est toujours resté un peu un mystère, un questionnement dans un coin de sa tête. Et au début du récit, elle est au milieu de sa vingtaine, elle vient de se faire larguer. Et du coup ça l'amène à être dans une période dans laquelle il y a pas mal d'introspection, elle se pose beaucoup de questions, elle est pas mal accompagnée par son meilleur ami qui est très drôle. Du coup voilà, elle va se reposer ses questions par rapport à cet amour de jeunesse et essayer vraiment de retrouver sa trace. Et donc cette fois-ci elle lance un peu plus, elle se lance vraiment plus là-dedans en mettant un peu plus de moyens pour essayer de retrouver la trace de Nour. Ça va finir par être le cas. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Le tout est mêlé de beaucoup d'humour, de pique de Fanny Ruet. Je l'ai lu en version audio, c'était lu par Fanny Ruet, donc c'est vrai que ça rendait bien. Il y avait un côté presque un petit peu trop, mais c'était assez sympa à écouter. C'est un titre qui est très court, c'est assez chouette. Et puis ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans ce récit-là, et en même temps, au moment où le personnage vit tout ça, elle est vraiment dans une phase dépressive. Je dis pas qu'elle est dans une giga dépression au fond du trou, mais elle est dans une phase dépressive, dans une phase post-rupture qui est très compliquée, dans laquelle vraiment elle galère à trouver de l'énergie pour faire des choses, etc. Et je trouvais que c'était assez juste aussi de ce côté-là, donc voilà, c'est un titre que j'ai trouvé assez touchant et assez chouette. C'est peut-être pas le titre le plus marquant, mais j'ai passé un bon moment avec, et du coup voilà, c'était sympa de finir l'année avec ce récit-là. Ensuite, côté graphique, j'en ai lu 4, mais dans le lot il y avait pas mal de suites de séries. Tout d'abord, j'ai lu Hey Girl, A Girl par Fusako Kuramoshi. C'est un classique du shoujo qui a été réédité, c'est un tome unique qui fait à peu près 300 pages, dans lequel on a l'histoire d'une jeune fille qui est très coquette, etc., qui vit une relation très toxique avec son copain, et qui va faire la rencontre d'un jeune homme qui est mannequin, qui est hyper adulé, avec plein de groupies, etc. Et il va proposer à cette jeune fille et à sa sœur avec qui elle vit d'emménager chez elle parce qu'elles ont un problème avec leur appartement, je sais plus si c'est un incendie ou quelque chose comme ça. Et elle va finalement découvrir ce jeune homme, et à travers ce jeune homme elle va découvrir plusieurs choses. Déjà elle va prendre du recul par rapport à sa relation et se rendre compte qu'effectivement son copain est une sombre merde, qui est vraiment quelqu'un de très très toxique. C'est également un récit qui parle pas mal de flirt et puis qui parle aussi de relations qui sont pas exclusives, parce que ce jeune mannequin justement, comme je le disais, voilà, il a plein de groupies et il n'est pas décidé à faire un choix entre elles. Il a plutôt envie de profiter un peu de tout en même temps. Donc finalement c'est un récit qui amène à se questionner sur ce qu'on accepte ou pas, les priorités qu'on décide de mettre, etc. J'ai pas trouvé ça forcément passionnant, on est sur un style graphique un peu trop à l'ancienne pour moi, qui me parle pas forcément plus que ça. Donc voilà, il y avait des questionnements intéressants par rapport au couple, par rapport aux relations et tout ça, mais c'est pas un titre marquant pour moi. Ensuite, j'ai lu Impénétrable par Alix Garin. Alix Garin, elle avait sorti une magnifique première bande dessinée qui s'appelle Ne m'oublie pas, qui parle de sa relation avec sa grand-mère qui était atteinte d'Alzheimer. C'est un titre que j'ai trouvé absolument incroyable et que je vous recommande encore une fois au passage. Mais pour ce qui est du coup de Impénétrable, c'est hyper différent.
ça n'a vraiment rien à voir. On est sur un titre de nouveau quand même assez intime et inspiré de l'histoire d'Alix, puisque dans ce récit-là, en fait, elle va parler d'une grande période de sa vie, puisque ça a duré quand même assez longtemps, pendant laquelle elle a souffert de vaginisme, et avec également du coup une perte de libido, etc. Et elle va expliquer du coup son parcours par rapport à tout ça, et d'autant plus alors qu'à cette époque-là, elle est en couple, et elle est en couple depuis longtemps, et donc du coup là, ça amène aussi pas mal de questions par rapport à ça, par rapport au couple, par rapport aux périodes où il n'y a plus de désir en couple. Est-ce que c'est pathologique? Est-ce que c'est des choses qu'on doit aller traiter? Est-ce que effectivement dans le lot, elle souffre de vaginisme, donc il y a une partie à traiter physiquement et qui s'explique. Et puis effectivement, il y a aussi l'aspect psychologique, mais il n'y a pas que ça, parce que du coup, voilà, on lui explique 50 000 théories différentes, on lui conseille plein de trucs complètement invraisemblables, etc., jusqu'à ce qu'elle se rendre compte qu'il y a vraiment des réponses médicales à ces problèmes. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est un titre qui est très émouvant, qui est très touchant, qui est très intime forcément, et c'est un titre du coup qui va se retrouver dans mon top de l'année. Et pour terminer, côté graphique, de suite et fin de série, tout d'abord j'ai lu le tome 3 de Momo's Medical History, donc c'est un manga qui est terminé donc en 3 tomes. C'est un manga qui est très chouette, que je vous recommande, dans lequel on suit l'histoire d'un jeune homme qui est le Noé impérial, donc qui est en fait le médecin impérial, et son empereur est en très mauvaise posture et l'a chargé de retrouver un traité médical qui apparemment pourrait le soigner et le sauver. Pour ça, notre jeune homme va parcourir un peu les différentes contrées et essayer de retrouver la trace de ce traité. Dans chacune des contrées dans lesquelles il passe, il y a finalement une sorte de mystère médical à résoudre. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces différents endroits sont inspirés en fait de différentes régions du monde et également de différentes époques. Et on voit qu'en fait parmi tous ces sujets médicaux à résoudre, il y en a beaucoup qui vont être liés à des croyances, à voilà, plein de choses différentes. Et du coup je trouvais ça vraiment chouette. En fait c'est une série qui est vraiment hyper documentée sur le plan médical et c'est vraiment hyper intéressant. La fin est assez surprenante, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça, mais c'est de nouveau bien fait. Les dessins sont très jolis tout au long de la série. Donc voilà, vraiment une jolie série. C'est vrai que c'est un petit peu rapide pour ce tome parce que c'est une série qui n'est que en 3 tomes, ça aurait peut-être mérité un tome de plus. Mais voilà, en tout cas j'ai trouvé ça très sympa. Et puis pour terminer, j'ai donc lu le tome 6 de Lore Olympus, une série de comics qui revisite la mythologie grecque. J'aime énormément le style graphique que je trouve vraiment très très chouette. Par contre c'est une série qui est très très longue et ça prend beaucoup son temps. Donc Lore Olympus c'est l'histoire de Hadès et Perséphone principalement, même si on suit voilà, plein d'autres divinités autour. Ça parle vraiment notamment du personnage de Perséphone, donc qui est Corée au départ, une déesse du printemps, et puis qui va basculer dans son côté Perséphone et devenir la femme du maître des enfers. Donc voilà, c'est très chouette, il y a plein de thèmes hyper intéressants qui sont abordés, c'est très joli, mais c'est toujours long. Mais j'aime toujours beaucoup quand même. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles avaient été vos plus belles lectures du mois de décembre. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!